Mon gendre vient de me traiter de paysan ignorant en français lors du vernissage de son exposition. Je m'appelle Raymond Cooper et Griffin pensait que je ne comprendrais pas quand il a dit à ses amis du monde de l'art que mon cadeau était un tas d'ordures sans valeur offert par un vieil homme sourd à la musique. Mais la partition que je tenais entre les mains n'était pas un tas d'ordures. C'était un manuscrit inédit de Debussy valant 890 000 dollars. Et Griffin n'avait aucune idée que sa moquerie venait de déclencher quelque chose auquel il n'était pas préparé. Vous voyez, Griffin a supposé trois choses à mon sujet ce soir. Premièrement, que je ne parle pas français. Deuxièmement, que je ne connais rien à la musique classique. Et troisièmement, que je n'étais qu'un simple ouvrier qui s'était retrouvé par hasard dans son monde sophistiqué. Il avait tort sur les 3 points, complètement tort. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement révélé son arrogance, cela a également brisé tout ce qu'il pensait savoir sur la tragédie la plus douloureuse de sa famille. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous la regardez, car cela va devenir intense. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment je me suis retrouvé dans cette situation. Il y a 3 ans, lorsque Griffin a épousé ma fille Sarah, j'ai pris une décision qui a probablement sauvé notre famille. J'ai décidé de cacher qui j'étais vraiment. Vous voyez, Griffin venait de perdre sa petite sœur Sophie dans un accident de voiture. Elle avait 19 ans, elle était étudiante en musique à la Manhattan School of Music, et sa mort l'avait détruit. Il ne pouvait plus écouter de musique classique. Il ne supportait plus rien qui lui rappelait son talent, ses rêves, son avenir. Cela n'arriverait jamais. Alors, quand Sarah a ramené à la maison ce jeune homme brisé qui essayait de reconstruire sa vie dans le monde de l'art, aussi loin que possible de la musique, j'ai pris une décision. Je ne lui ai pas dit que j'étais le professeur Raymond Cooper, récemment retraité de Juilliard après 35 ans. Je n'ai pas mentionné ma spécialité dans les compositeurs impressionnistes français. Je n'ai pas parlé de mon travail de consultant auprès de maisons de vente aux enchères, ni de ma collection de manuscrits rares. Au lieu de cela, je suis devenu Ray, l'accordeur de piano, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. J'accordais des pianos comme passe-temps, restant ainsi en contact avec les instruments que j'avais étudiés toute ma vie. Mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Griffin avait besoin d'un beau-père qui ne lui rappelle pas l'univers de sa sœur. C'est donc ce que je lui ai donné. Pendant 3 ans, je l'ai vu guérir lentement, monter sa galerie, prendre confiance dans l'art contemporain, se créer une nouvelle identité qui n'incluait pas le poids écrasant d'un génie musical perdu trop tôt. Mais je l'ai aussi vu devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dur, plus méprisant envers les personnes qu'il considérait comme inférieures à son niveau culturel. Le vernissage de ce soir à la galerie Meridian Contemporary à Soho était censé être différent. Sarah m'avait supplié de venir, disant que Griffin était enfin prêt à combler le fossé qui nous séparait. Elle m'avait même suggéré de lui apporter quelque chose de significatif, une offre de paix pour montrer que je comprenais son univers. C'est alors que je me suis souvenu du manuscrit. Je l'avais acquis il y a 5 ans lors d'une vente immobilière dans le Connecticut. La propriétaire âgée, Madame Chen, vendait la collection de souvenirs classiques de son défunt mari. La plupart étaient des objets courants, des programmes dédicacés, des enregistrements vintage, des partitions reproduites. Mais enfoui dans une boîte de papier divers se trouvait quelque chose d'extraordinaire, une composition inédite de Debussy. Daydream for Sophie, daté de 1895. Le processus d'authentification a pris 2 ans et m'a coûté 12 000 dollars. Bibliothèque National Deaf France a confirmé l'authenticité du papier et de l'encre. Suze a fourni l'évaluation à 890 000 dollars. La Fondation Debussy a vérifié l'écriture du compositeur par rapport à des exemples connus. J'avais prévu de le donner à un musée, mais lorsque Sarah m'a demandé d'apporter quelque chose de spécial à Griffin, quelque chose qui pourrait nous aider à créer un lien, je me suis dit que c'était peut-être le moment. Il était peut-être temps de commencer à combler le fossé entre Ray, l'accordeur de piano, et le professeur Cooper. J'aurais dû m'en douter. La Meridian Contemporary Gallery était bondée de l'élite artistique de Manhattan. Les sols en béton poli reflétaient des éclairages sur rail qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Je me tenais près du fond, vêtu d'un simple cardigan bleu marine et de chaussures en cuir usé, regardant des gens sophistiqués discuter de la valeur marchande et des opportunités d'investissement. Griffin s'est approché avec son assurance professionnelle habituelle, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté,
entouré de clients potentiels. Derrière lui se trouvaient deux collectionneurs sérieux que j'avais reconnus dans le magazine Art News, des personnes dont les opinions pouvaient faire ou défaire des carrières dans le monde de l'art contemporain. Ray. Griffin m'accueillit chaleureusement, mais je pouvais voir une légère tension autour de ses yeux. La présence de son beau-père, un ouvrier, à son événement professionnel n'était pas idéale. Sarah m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. Je lui ai tendu la pochette protectrice contenant le manuscrit. À travers le plastique transparent, on pouvait voir du papier crème vieilli sur lequel étaient écrites des notes de musique à l'encre brune. Griffin l'a accepté avec l'enthousiasme poli de quelqu'un qui reçoit un cadeau par obligation. Une partition. C'est attentionné. Et c'est là que tout a mal tourné. Griffin a brandi le manuscrit pour l'examiner, et j'ai vu son expression passer d'un intérêt poli à un amusement à peine dissimulé. La petite foule autour de nous, composée d'assistants de galeries, de blogueurs d'art et d'acheteurs potentiels, a senti qu'il se passait quelque chose et s'est rapproché. « Intéressant », a dit Griffin, d'une voix suffisamment forte pour que son public puisse l'entendre. « Où avez-vous trouvé cela, Ray? »« Estelle, dans le Connecticut », ai-je répondu honnêtement. Griffin a hoché la tête d'un air entendu, échangeant un regard avec ses compagnons. « Ah, les ventes immobilières. Il faut faire attention avec celle-ci. Il y a beaucoup de reproductions qui circulent. » La façon dont il prononça le mot « reproduction » montrait clairement ce qu'il pensait de mon achat. L'une des collectionneuses, une femme vêtue d'une robe noire coûteuse, se pencha vers nous. « Quel genre de musique est-ce? Cela semble être du classique, » dit Griffin en inclinant le manuscrit vers elle. « Probablement imprimé à partir d'un site web. On peut tout trouver en ligne de nos jours. » Si je restais silencieux maintenant, plusieurs choses se produiraient et aucune d'entre elles ne serait bonne. Premièrement, ma relation avec Griffin se détériorerait de façon permanente. Il me verrait toujours comme le beau-père bien intentionné mais naïf qui l'embarrassait lors d'événements professionnels. Nos dîners de famille deviendraient encore plus tendus, remplis de sa condescendance patiente. Deuxièmement, Sarah s'en voudrait. Elle avait organisé cette soirée spécialement pour nous rapprocher, Griffin et moi. Elle avait passé des semaines à me convaincre d'y assister, me promettant que ce serait l'occasion pour nous de trouver un terrain d'entente. Voir son cadeau se transformer en source de honte l'aurait anéanti. Troisièmement, Griffin n'aurait jamais compris ce qu'il avait réellement reçu, jamais saisi l'importance de la musique entre ses mains, ni son lien avec la sœur qu'il avait perdue. Mais le pire était de voir la réaction de la foule. Ce n'étaient pas des gens cruels. Ils suivaient simplement l'exemple de Griffin, s'inspirant de quelqu'un qu'ils respectaient dans le monde de l'art. Si Griffin avait traité mon cadeau avec curiosité plutôt qu'avec mépris, ils auraient été intrigués. Au lieu de cela, ils apprenaient qu'il était sans danger de mépriser le vieil homme avec son faux manuscrit. La qualité du papier semble moderne, a déclaré une jeune assistante de galerie, essayant d'impressionner Griffin par ses talents d'observation. Griffin a acquiescé d'un signe de tête. Exactement. Les manuscrits d'époque authentique ont des caractéristiques de vieillissement spécifiques. Il s'agit clairement de papier contemporain, probablement imprimé au laser. Le cercle des spectateurs s'était élargi et comptait désormais une douzaine de personnes. Des collectionneurs d'art, des journalistes culturels, des employés de galeries, tous regardaient Griffin démontrer son expertise à mes dépens. De plus, Griffin continuait à s'échauffer sur le sujet. Les manuscrits authentiques sont accompagnés de documentation, de papiers de provenance, de certificats d'authenticité, de vérification institutionnelle. Ils n'apparaissent pas simplement dans des pochettes en plastique achetées chez Office Max. D'autres rires complices s'élevèrent dans la foule. Griffin, dit Sarah doucement, apparaissant à mes côtés. Peut-être devrions-nous... Non, ça va, l'interrompit Griffin, adoptant pleinement son attitude professionnelle. C'est en fait très instructif. Les gens doivent comprendre comment repérer les reproductions sur le marché. Il désigna le manuscrit comme un professeur utilisant un support pédagogique. Vous voyez, les véritables manuscrits musicaux, en particulier ceux qui ont de la valeur, sont extrêmement rares. Les chances de trouver une œuvre authentique d'un grand compositeur dans une vente immobilière aléatoire sont pratiquement nulles. La foule marmonna son accord. Le raisonnement de Griffin était logique, son expertise incontestable. Et soyons honnêtes, poursuivit Griffin, même si ce manuscrit était authentique, que ferait un accordeur de piano avec un manuscrit valant des centaines de milliers de dollars?
Cela provoqua le plus grand éclat de rire jusqu'à présent. L'absurdité d'un ouvrier possédant une œuvre d'art digne d'un musée semblait vraiment drôle à tout le monde. Mais Griffin commet alors une erreur cruciale. C'était peut-être le vin. C'était peut-être l'adrénaline de se produire devant ses pairs. Peut-être était-ce simplement des années de frustration accumulées à cause d'un beau-père qui ne cadrait pas avec son monde soigneusement organisé. Quelle qu'en soit la raison, Griffin passa au français. Mes amis, a-t-il dit à ses compagnons, c'est exactement le problème avec les gens comme mon beau-père. Ils ne comprennent pas la différence entre le véritable art et les reproductions bon marché. Mes amis, c'est exactement le problème avec les gens comme mon beau-père. Ils ne comprennent pas la différence entre le véritable art et les reproductions bon marché. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, non pas à cause de l'insulte. J'avais déjà entendu pire de la part de personnes plus respectables, mais à cause de la cruauté des involtes, de la supposition que je ne pouvais pas comprendre la démonstration de supériorité devant un public. Papa ne connaît rien à la culture, a poursuivi Griffin, gagnant en assurance grâce aux sourires appréciatifs de son ami. Il pense qu'un bout de papier griffonné a de la valeur parce qu'il l'a acheté dans un vide-grenier. Papa ne connaît rien à la culture. Il pense qu'un bout de papier griffonné a de la valeur parce qu'il l'a acheté dans un vide-grenier. Sarah avait l'air perplexe. Elle ne parlait pas français, mais je comprenais chaque syllabe. La question était, combien de temps allais-je laisser cela continuer? Griffin ne faisait que commencer. Le français lui avait délié la langue, le mettant en confiance dans sa supériorité. Son public appréciait la performance, même s'il ne comprenait pas les mots. Et regardez comment il se tient là, a poursuivi Griffin en français, en me montrant du doigt avec une pitié théâtrale. Il pense probablement avoir fait une découverte majeure, un trésor caché. Et regardez comment il se tient là. Il pense probablement avoir fait une découverte majeure, un trésor caché. Les rires de la foule devenaient plus confiants. Ils se nourrissaient de l'énergie de Griffin, appréciant la supériorité culturelle dont il faisait preuve. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un homme que je n'avais pas remarqué auparavant s'est approché pour examiner le manuscrit. Il était bien habillé, probablement âgé d'une cinquantaine d'années, et son attention concentrée suggérait une véritable expertise plutôt qu'une posture sociale. « Excusez-moi, a-t-il dit à Griffin, mais pourrais-je regarder cela de plus près? » Griffin a interrompu son commentaire en français. « Bien sûr, mais je dois vous avertir qu'il s'agit presque certainement d'une reproduction. L'homme que j'ai appris plus tard à être le Dr. Marcus Webb, un pianiste de concert, a étudié le manuscrit à travers sa pochette de protection avec l'œil exercé de quelqu'un qui a vu des milliers de partitions musicales. Le style de notation est intéressant, a-t-il dit avec prudence, très caractéristique des compositeurs français de la fin du 19e siècle. La confiance de Griffin a légèrement vacillé. Eh bien, oui, celui qui a créé la reproduction a fait ses recherches, mais la qualité du papier le trahit immédiatement. Le Dr. Webb leva les yeux vers Griffin avec un léger froncement de sourcils. En fait, le papier me semble tout à fait authentique. C'est sans aucun doute du papier d'époque. On le voit à la texture et à la façon dont l'encre s'est imprégnée dans les fibres. L'énergie de la foule changea. Le récit de Griffin était remis en question par quelqu'un qui savait clairement de quoi il parlait. « Je suis désolé. Qui êtes-vous? » demanda Griffin, son instinct de marchand reprenant le dessus. « Marcus Webb, je me produis régulièrement au Carnegie Hall et j'ai manipulé bon nombre de manuscrits historiques au cours de ma carrière. » Le visage de Griffin rougit légèrement. Il perdait le contrôle de son auditoire et il le savait. « Dr. Webb, dit Griffin en affichant un sourire diplomatique, j'apprécie votre contribution, mais je m'occupe de questions d'authentification à titre professionnel. Ce manuscrit ne dispose tout simplement pas de la documentation nécessaire pour être considéré comme authentique. « Quel type de documentation attendriez-vous? » demanda le Dr. Webb. Griffin saisit l'occasion pour reprendre son autorité. Les documents de provenance de l'institution source, les certificats d'authentification d'organisations telles que la Bibliothèque nationale de France, les évaluations de valeur de maisons de vente aux enchères reconnues telles que CBS ou Christie's. Il se tourna vers moi, passant à l'anglais, mais conservant son ton condescendant. « Ray, vous avez mentionné que cela provenait d'une vente immobilière. Le vendeur a-t-il fourni des documents, des pièces justificatives? » C'était mon moment.
J'aurais pu sortir le dossier d'authentification que j'avais apporté avec moi. 3 ans de documents prouvant que chaque mot que Griffin venait de prononcer était nécessaire. Mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être était-ce le souvenir d'avoir vu Griffin se remettre lentement de la mort de sa sœur, de l'avoir vu se construire une nouvelle identité autour des arts visuels parce que la musique était trop douloureuse. Peut-être était-ce ma propre culpabilité face à la tromperie que j'avais entretenue pendant 3 ans. Ou peut-être était-ce simplement de la curiosité. Jusqu'où Griffin allait-il pousser son jeu? À quel point allait-il se montrer cruel une fois qu'il se sentirait en sécurité? J'ai des documents chez moi, ai-je simplement répondu. Le sourire de Griffin est devenu sincèrement compatissant. Ray, je suis sûr que vous avez une sorte de certificat d'authenticité, mais vous devez comprendre que ces documents sont faciles à falsifier. Une authentification réelle nécessite une vérification institutionnelle. Il s'est tourné vers le Dr. Webb, de professionnel à professionnel. Le problème avec les ventes immobilières, c'est que les gens trouvent des objets qu'ils ne comprennent pas et inventent des histoires autour d'eux. Ils veulent croire qu'ils ont découvert quelque chose de précieux, alors ils investissent dans de faux documents pour étayer cette croyance. Le Dr. Webb étudiait maintenant mon visage et non plus le manuscrit. Quelque chose dans mon expression semblait l'intriguer. Quel est le compositeur indiqué sur cette pièce? Demanda le Dr. Webb. Griffin jeta un coup d'œil au manuscrit. Claude Debussy, Reverie, pour Sophie, daté de 1895. Les sourcils du Dr. Webb se levèrent brusquement. Daydream for Sophie. Je n'ai jamais entendu parler de cette composition. Exactement, dit Griffin triomphalement. Parce qu'elle n'existe pas. Debussy n'a jamais écrit de morceau avec ce titre. Mais le Dr. Webb secouait la tête. En fait, ce n'est pas nécessairement vrai. Debussy a écrit des dizaines de petites pièces qui n'ont jamais été publiées. Beaucoup étaient des cadeaux pour des étudiants ou des amis, et elles ont été perdues au fil de l'histoire. La confiance de Griffin s'effritait à présent. Son simple récit de fraude et de tromperie se compliquait à cause de l'expertise réelle. Dr. Webb, dit Griffin avec prudence, vous ne suggérez tout de même pas qu'il pourrait s'agir d'un manuscrit authentique de Debussy. Je suggère, répondit le Dr. Webb, qu'il serait prématuré de le rejeter sans l'avoir examiné correctement. La foule était désormais complètement silencieuse, sentant la tension entre les deux hommes. L'autorité de Griffin dans le monde de l'art était remise en question par l'expertise musicale, et l'issue était incertaine. C'est alors qu'Elena Vasquez, la propriétaire de la galerie, s'approcha de notre groupe. Elle avait observé l'échange depuis l'autre bout de la pièce, et son expression suggérait de l'inquiétude. Griffin, dit-elle doucement, nous devrions peut-être poursuivre cette conversation en privé. Mais Griffin était désormais trop impliqué. Sa réputation était en jeu devant des clients potentiels, et il ne pouvait pas se permettre de reculer. Elena, ça va, dit-il. Je pense qu'il est important que les gens comprennent comment évaluer les revendications d'authenticité. Il brandit à nouveau le manuscrit, sa voix résonnant dans toute la galerie. C'est un exemple parfait de vœu pieux, devenant une illusion coûteuse. Mon beau-père s'est convaincu qu'il possédait un précieux manuscrit de début, probablement sur la base de documents falsifiés qu'il a achetés en même temps. Griffin me regarda droit dans les yeux. Ray, je ne cherche pas à vous embarrasser, mais vous devez accepter la réalité. Il s'agit d'une reproduction qui vaut probablement 20 $ au maximum. 20 $ pour un manuscrit. J'avais passé 3 ans et dépensé 12 000 $ pour l'authentifier. Pour un morceau de musique qui avait changé ma compréhension de la période tardive de Debussy. Pour une composition qui, à l'insu de tous dans cette salle, avait un lien avec la famille de Griffin qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de sa sœur. J'ai regardé autour de moi les visages qui m'observaient, certains compatissants, d'autres amusés, tous attendant de voir comment le vieil homme allait réagir en étant exposé comme un imbécile. Et je pris ma décision. Griffin, dis-je doucement. Avant de continuer, j'ai une question. Quelque chose dans mon ton fit taire la foule. Peut-être était-ce le calme de ma voix, ou le fait que je ne semblais plus gêné, mais concentré. Quelle est ta question, Ray? Demanda Griffin, toujours confiant, mais sentant un changement dans l'énergie de la pièce. Tu as mentionné que les vrais manuscrits sont accompagnés de documents provenant d'institutions telles que la Bibliothèque nationale de France. C'est exact, et d'évaluations provenant de maisons de vente aux enchères telles que Sibais. Oui,
et que Debussy n'a jamais écrit une pièce intitulée Daydream for Sophie. Griffin acquiesça, exact. Elle ne figure dans aucun catalogue de ses œuvres. Le Dr. Webb me regardait maintenant attentivement. Elena Vasquez s'était rapprochée, le visage troublé. Intéressant, dis-je, parce que vous semblez en savoir beaucoup sur l'authentification musicale pour quelqu'un qui travaille exclusivement dans le domaine de l'art visuel contemporain. Le sourire de Griffin vacilla légèrement. Je me fais un devoir de comprendre tous les domaines du marché de l'art, y compris les compositeurs français du 19e siècle. J'ai une vaste culture générale. D'où vient-elle? La question sembla surprendre Griffin. D'où vient-elle? Quoi? Où avez-vous étudié l'histoire de la musique française? Avec quel professeur? À partir de quels ouvrages? La confiance de Griffin vacillait désormais. Je suis en grande partie autodidacte dans ce domaine. Ah! J'acquiesçais d'un air pensif. Donc, lorsque vous dites que Debussy n'a jamais composé Reverie pour Sophie, vous vous basez sur les catalogues standards de ses œuvres. Quel catalogue précisément? Griffin commençait à paraître mal à l'aise. Les catalogues standards, les listes exhaustives. Le Dr. Webb s'avança. En réalité, il n'existe pas de catalogue exhaustif des œuvres non publiées de Debussy. La Fondation Debussy travaille sur ce projet depuis des décennies, mais il est loin d'être terminé. Griffin lança un regard irrité au Dr. Webb. Très bien, mais le fait demeure. Ce manuscrit n'est pas accompagné de la documentation appropriée. Vous avez tout à fait raison, acquiesçai-je. Une documentation appropriée est essentielle. Je fouillai dans la poche de ma veste et en sortis un dossier que j'avais emporté avec moi toute la soirée. C'est pour cela que je l'ai apporté. Le visage de Griffin pâlit lorsque j'ouvris le dossier pour révéler une pile de documents officiels. Même de loin, les entêtes étaient clairement visibles. Bibliothèque National de France, département des manuscrits de South Foundation Debussy. Qu'est-ce que c'est? Demanda Griffin. La documentation que vous avez jugée nécessaire. Je répondis. Certificat d'authenticité de la Bibliothèque nationale, numéro de référence BNF 2024-47. Évaluation de SAB datée de mars 2024 et vérification de la Fondation Debussy confirmant l'authenticité du manuscrit. La galerie était devenue silencieuse. Tout le monde fixait le dossier que je tenais dans mes mains. Le Dr. Webb fut le premier à prendre la parole. Puis-je les voir? Je lui tendis les documents. Il les examina attentivement, son expression devenant de plus en plus étonnée à chaque page. « Ce sont des vrais, dit-il doucement. C'est une authentification institutionnelle légitime. » Griffin fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « C'est comme ça que tu... » La question, Griffin, n'est pas de savoir comment j'ai obtenu une authentification en bonne et due forme, dis-je. La question est de savoir pourquoi vous étiez si certain que je ne pouvais pas l'obtenir. Elena Vasquez lisait par-dessus l'épaule du Dr. Webb. « Professeur Cooper, dit-elle soudainement, la voix pleine de reconnaissance. Tout le monde se tourna vers elle. « Vous êtes le professeur Raymond Cooper, continua-t-elle, de Juilliard. J'ai suivi votre séminaire sur la musique et la société à Colia lorsque vous étiez conférencier invité. » La foule dans la galerie s'agita. Ce nom leur disait quelque chose, même s'ils ne pouvaient pas le situer immédiatement. La voix du professeur Griffin n'était qu'un murmure. Le Dr. Webb leva les yeux des documents avec une nouvelle compréhension. Raymond Cooper, bien sûr. Vous êtes le plus grand expert américain des compositeurs impressionnistes français. À la retraite, répondis-je simplement. Griffin me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Vous êtes ce professeur à Juilliard? Je l'ai été pendant 35 ans. Mais vous accordez des pianos. J'ai vu votre camionnette. J'accorde des pianos parce que j'aime rester en contact avec les instruments. C'est un hobby, pas une profession. La foule murmurait maintenant, réévaluant tout ce dont elle avait été témoin. Le récit avait complètement basculé. Le rejet expert de mon don par Griffin venait d'être exposé comme une arrogance ignorante. Mais il y avait autre chose dans les yeux de Griffin maintenant, quelque chose qui dépassait l'embarras ou le choc. De la reconnaissance. Car si j'étais le professeur Raymond Cooper, expert en compositeur impressionniste français, alors j'aurais dû connaître sa sœur Sophie. J'aurais dû connaître son talent, sa formation, sa mort tragique. Et soudain, le manuscrit qu'il tenait d'entre ses mains lui sembla très différent. Griffin avait du mal à assimiler ce qu'il venait d'apprendre. Mais son instinct de survie prit le dessus. Il ne pouvait pas se permettre de s'effondrer devant ses pairs, même s'il s'était trompé.
Cela n'a aucun sens, dit-il d'une voix qui gagnait en force. Si vous êtes vraiment professeur à Juilliard, pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Pourquoi m'avez-vous laissé croire que vous n'étiez qu'un accordeur de piano? C'était une bonne question, qui détourna temporairement l'attention de ses propres erreurs. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur mon parcours, répondis-je, mais Sarah devait le savoir. Elle me l'aurait dit. Je regardais ma fille qui me fixait, bouche bée. Sarah, savais-tu que j'étais professeur? Non, murmura-t-elle. Tu disais toujours que tu travaillais avec des pianos. Griffin saisit cette occasion. Donc, tu as menti à ta propre fille pendant des années en cachant ta véritable identité? L'accusation resta en suspens. Griffin essayait de recadrer la situation. Il faisait passer le mensonge pour mon fait, plutôt que d'affronter sa propre humiliation. Je n'ai jamais menti, dis-je calmement. Je travaille avec des pianos. Je n'ai simplement pas précisé dans quelle fonction. C'est de la sémantique, rétorqua Griffin. Pourquoi cacherais-tu que tu es professeur? Pourquoi prétendre être quelqu'un que tu n'es pas? La foule était de nouveau avec lui. Son raisonnement semblait logique. Pourquoi quelqu'un cacherait-il des références aussi prestigieuses? Griffin, dit Helena doucement, ce n'est peut-être pas le lieu approprié. Non, l'interrompit Griffin, retrouvant sa confiance. Je pense que nous méritons une explication. Toute cette situation est bizarre. Un professeur à la retraite prétendant être un accordeur de piano issu de la classe ouvrière se présente à ma galerie avec un manuscrit d'une valeur d'1 million de dollars qu'il a apparemment caché. Il se tourna pour s'adresser directement à la foule. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Pourquoi quelqu'un cacherait-il son expertise pour ensuite la révéler de manière aussi spectaculaire? Des murmures d'approbation parcoururent la galerie. Griffin réussissait à détourner l'attention de ses propres erreurs vers ma prétendue tromperie. Et autre chose, continua Griffin, s'échauffant sur son sujet. Si le professeur Cooper est vraiment un expert en compositeur français, pourquoi ne m'a-t-il pas corrigé plus tôt? Pourquoi m'a-t-il laissé me ridiculiser avant de révéler ses qualifications? Le Dr. Webb avait l'air troublé. C'est une question intéressante. Griffin acquiesça avec enthousiasme. Exactement. C'est comme s'il m'avait piégé, attendant que je fasse des erreurs pour pouvoir m'humilier publiquement. L'assistance acquiesçait maintenant. Le récit de Griffin était convaincant, le professeur vengeur orchestrant l'humiliation publique de son gendre. Ce qui soulève une autre question, dit Griffin, d'une voix de plus en plus forte. Pourquoi ce manuscrit? Pourquoi cette œuvre en particulier? Le professeur Cooper aurait pu apporter n'importe quelle composition authentique pour démontrer son expertise. Pourquoi choisir quelque chose d'aussi coûteux? Pourquoi choisir quelque chose qui rendrait mon renvoi aussi ridicule que possible? Sarah nous regardait tour à tour, le visage marqué par la confusion et la douleur. Griffin, dit-elle doucement, tu es paranoïaque, vraiment? Griffin se tourna vers elle. Sarah réfléchit. Ton père nous ment depuis 3 ans sur qui il est vraiment. Ce soir, il se présente à ma galerie avec près d'1 million de dollars de partitions, mais laisse les ridiculiser publiquement, puis révèle de manière spectaculaire sa véritable identité pour un effet humiliant maximal. Il fit un geste vers la foule. Si ce n'est pas un coup monté, qu'est-ce que c'est? La logique fonctionnait. Les gens acquiesçaient, comprenant le raisonnement de Griffin. Et tu sais ce qui est le pire? La voix de Griffin montait maintenant. Tout ce spectacle tourne autour de la musique classique, le seul sujet dont il sait que je ne supporte pas de parler. La foule s'agita, mal à l'aise. Cela devenait personnel. Ma sœur est morte il y a 3 ans, a annoncé Griffin à l'Assemblée. Sophie était étudiante en musique, incroyablement talentueuse, et sa mort a détruit notre famille. Le professeur Cooper le sait. Sarah a dû le lui dire, alors que fait-il? Il m'apporte un morceau de musique classique, attend que je le rejette, puis utilise mon rejet pour m'humilier. Les yeux de Griffin brillaient maintenant de larmes, mais sa voix restait forte. Ce n'est pas seulement trompeur, c'est cruel. Utiliser mon chagrin contre moi pour orchestrer une sorte de vengeance tordue. La galerie était complètement silencieuse. Griffin avait réinterprété toute la soirée, se présentant comme le frère en deuil manipulé par un professeur calculateur qui avait utilisé ses informations privilégiées sur la tragédie familiale pour orchestrer une humiliation publique. Helena avait l'air bouleversée. Le Dr. Webb secouait tristement la tête. Même Sarah semblait désormais incertaine. « Griffin, dis-je doucement,
Ce n'est pas ce que... n'est-ce pas? Griffin m'interrompit. Alors expliquez-moi, professeur. Expliquez-moi pourquoi vous avez caché votre identité pendant 3 ans. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ce soir pour la révéler. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi la musique classique. La seule chose qui ne manquerait pas de déclencher mon chagrin, comme arme. Griffin brandit le manuscrit comme une preuve dans un procès. Ce n'est pas un cadeau, professeur Cooper. C'est de la guerre psychologique, et tout le monde dans cette salle vient de vous voir la mener. La foule était désormais entièrement du côté de Griffin. Sa douleur était réelle, son raisonnement convaincant. J'étais devenu le méchant, l'universitaire cruel qui avait utilisé la tragédie d'une famille pour assouvir sa vengeance professionnelle. Vous voulez savoir ce que je pense qu'il s'est réellement passé? Continua Griffin, sa voix résonnant dans toute la galerie. Je pense que vous m'en voulez depuis des années. Vous m'en voulez d'avoir fait entrer Sarah dans le monde de l'art contemporain plutôt que dans votre précieux milieu de la musique classique. Vous m'en vouliez de ne pas pouvoir apprécier votre domaine d'expertise parce qu'il me rappelait trop ma sœur décédée. Griffin montait maintenant en puissance, sa personnalité professionnelle pleinement engagée. Alors vous avez attendu, vous avez planifié, vous avez trouvé la pièce la plus chère et la plus impressionnante de l'histoire de la musique que vous pouviez acquérir. Puis vous m'avez piégé pour que je la rejette afin de pouvoir m'humilier devant mes pairs et mes clients. Il s'est tourné directement vers moi. La seule question est, depuis combien de temps avais-tu prévu cela? L'accusation flottait dans l'air comme de la fumée. Griffin avait réussi à renverser la situation, se présentant comme la victime et moi comme le manipulateur. Et le pire était qu'une partie de ce qu'il disait était vrai. La galerie était complètement silencieuse, attendant ma réponse aux accusations de Griffin. Tous les regards étaient tournés vers moi, certains compatissants, d'autres sceptiques, tous attendant une explication. Je regardais mon gendre, ce jeune homme que j'avais vu lutter contre le chagrin pendant 3 ans, debout devant ses pairs, les larmes aux yeux, convaincu que j'avais orchestré son humiliation. Griffin, dis-je doucement, tu as raison sur plusieurs points. Cette confession surprit tout le monde, y compris Griffin lui-même. Je t'avais caché mon identité. J'ai choisi de la révéler ce soir, et je savais que la musique classique serait difficile pour toi. L'expression de Griffin est devenue triomphante, justifiée. Mais j'ai poursuivi. Tu te trompes sur la raison. Alors explique-moi, a exigé Griffin. Je regardais autour de moi les visages de l'élite artistique de Manhattan qui assistaient à ce drame familial. Ce n'était pas le cadre que j'avais imaginé pour cette conversation, mais c'était peut-être le bon. J'ai caché mon identité, ai-je dit, parce que tu en avais besoin. La confiance de Griffin a vacillé. Quoi? Il y a 3 ans, quand tu as épousé Sarah, tu étais brisé. La mort de Sophie avait détruit ta relation avec la musique et tu te construisais une nouvelle vie autour des arts visuels. La dernière chose dont tu avais besoin, c'était d'un beau-père qui te rappelle constamment le monde que tu avais perdu. J'ai fait une pause pour laisser ces paroles faire leur effet. Je suis donc devenu Ry, l'accordeur de piano, quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui ne raviverait pas ton chagrin et ne te donnerait pas l'impression que tu devais faire semblant d'apprécier la musique classique pour préserver l'harmonie familiale. Le Dr. Webb écoutait attentivement. Elena avait les larmes aux yeux. Pendant 3 ans, ai-je poursuivi, je t'ai vu guérir, prendre confiance dans le monde de l'art, te forger une nouvelle identité qui n'incluait pas le poids d'un génie musical perdu trop tôt. Le visage de Griffin changeait, sa colère laissant place à la confusion. Mais je t'ai aussi vu devenir quelqu'un d'autre, et je dis, quelqu'un de plus dur, de plus dédaigneux, plus enclin à mépriser les personnes que tu considérais comme culturellement inférieures. Je n'ai jamais, a commencé Griffin. Ce soir, l'ai-je interrompu doucement. Tu as passé 20 minutes à te moquer publiquement d'un cadeau de ton beau-père, parce que tu pensais qu'il était trop ignorant pour comprendre ta cruauté. Ces mots ont frappé Griffin comme un coup physique. Tu as affiché ta supériorité devant un public, ai-je poursuivi. Tu t'es servi de quelqu'un que tu pensais incapable de se défendre pour divertir tes pairs. Griffin a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Ce n'est pas l'homme qui a épousé ma fille, ai-je dit. Ce n'est pas l'homme qui aimait Sophie au point de changer complètement de carrière, plutôt que d'affronter chaque jour le souvenir de son absence. Griffin pleurait maintenant, mais en silence. Griffin, ai-je dit, le chagrin nous change.
Parfois, il nous rend plus durs, plus défensifs. Nous nous protégeons en décidant que les autres ne méritent pas notre considération. Le Dr. Webb s'est avancé. Si vous me le permettez, professeur Cooper, comment avez-vous su pour Sophie? Parce que j'étais là, répondis-je simplement. Griffin redressa brusquement la tête. Où? Au Carnegie Hall le 15 mai 2016, au Rising Stars Showcase. Griffin devint tout pâle. C'était la dernière représentation de Sophie. Je sais, mais pourquoi étiez-vous là? Vous ne connaissiez pas notre famille à l'époque. Sarah avait mentionné que la sœur de son petit ami se produisait au Carnegie Hall. Elle était tellement excitée. Elle n'arrêtait pas de parler du talent de Sophie, de votre fierté à son égard. La voix de Griffin était à peine audible. Vous êtes venu écouter Sophie jouer. Je voulais comprendre quel genre de musique importait au jeune homme dont ma fille était tombée amoureuse. Le public était désormais complètement absorbé, comprenant qu'il assistait à quelque chose de bien plus complexe qu'une humiliation professionnelle. Elle était extraordinaire, ai-je poursuivi. La ballade numéro 1 de Chopin, le carnaval de Schumann, et puis, comme morceau final, Don't, murmura Griffin. Daydream for Sophie. Griffin s'effondra sur une chaise voisine, le manuscrit toujours serré dans ses mains. Helena me fixait du regard. Professeur Cooper, est-ce le même manuscrit que Sophie a interprété ce soir-là? Non, répondis-je, mais c'est la même composition. Le Dr. Webb écarquilla les yeux. Vous voulez dire qu'il existe plusieurs copies? Je veux dire, répondis-je prudemment, que la performance de Sophie ce soir-là m'avait tellement ému que j'ai passé les 2 années suivantes à essayer de retrouver le manuscrit original. Quand je l'ai enfin trouvé dans cette vente immobilière, je l'ai fait authentifier précisément parce que je me souvenais à quel point elle l'avait magnifiquement joué. Griffin leva les yeux vers moi à travers ses larmes. Vous l'avez acheté à cause de Sophie. Je l'ai acheté pour honorer sa mémoire. Mais pourquoi me le donner? Pourquoi maintenant? Je regardais une nouvelle fois autour de moi dans la galerie, parce que je pensais que vous étiez prêt à vous souvenir de Sophie avec joie plutôt qu'avec douleur. La voix de Griffin se brisa. Je ne suis pas prêt. Je le sais maintenant. Helena secouait la tête, stupéfaite. Professeur Cooper, si ce manuscrit est un Debussy authentique valant 890 000 $, pourquoi le donneriez-vous? Parce que certaines choses ont plus de valeur que l'argent, répondis-je simplement. Le Dr. Webb étudiait à nouveau les documents d'authentification. Ils sont authentiques. Fondation nationale Bibliothèque Sabes Ducey. C'est un vrai. Il leva les yeux vers Griffin. Comprenez-vous ce que vous tenez entre vos mains? Griffin regarda le manuscrit d'un œil nouveau. La musique de Sophie. Plus que cela, a dit le Dr. Webb, vous tenez entre vos mains un morceau de l'histoire de la musique que votre sœur a fait naître. Elle est peut-être l'une des seules personnes à avoir jamais interprété cette composition. Les épaules de Griffin se sont mises à trembler. 3 années de chagrin refoulé ont finalement éclaté au grand jour. Je ne pouvais plus écouter ces enregistrements après sa mort, a-t-il murmuré. Il ne supportait plus d'entendre sa voix. Sa musique lui faisait trop mal. Je sais, dis-je. Mais ceci, dit Griffin en brandissant le manuscrit, ce n'est pas n'importe quelle musique. C'est la musique de Sophie. Oui, et tu l'as gardée pendant 2 ans, attendant le bon moment pour me la donner. Attendant que tu sois assez fort pour la recevoir. Griffin regarda autour de lui les visages qui le regardaient avec sympathie et compréhension plutôt qu'avec jugement. Professeur Cooper, dit-il finalement, je vous dois des excuses, vous ne me devez rien. Si vous me devez quelque chose. Griffin se leva en s'essuyant les yeux. J'ai été cruel avec vous pendant 3 ans, méprisant, condescendant, et ce soir je vous ai humilié devant tous ces gens. Griffin, non, laissez-moi finir. Griffin se tourna vers la foule. J'ai passé la dernière heure à démontrer tout ce qui ne va pas avec l'élitisme culturel. J'ai supposé que mon beau-père était ignorant parce qu'il ne correspondait pas à mon image sophistiquée. Je me suis moqué de son cadeau sans en comprendre la valeur. J'ai fait preuve de cruauté pour vous divertir. La galerie était complètement silencieuse. Le professeur Cooper n'a pas orchestré mon humiliation, a poursuivi Griffin. Je l'ai orchestré moi-même en choisissant la supériorité plutôt que la curiosité, en choisissant le jugement plutôt que l'amour. Griffin baissa les yeux vers le manuscrit une fois de plus. Ce n'est pas seulement un original de Debussy valant près d'1 million de dollars, dit-il à l'Assemblée. C'est une leçon sur ce que nous perdons lorsque nous cessons de voir l'humanité chez les autres. Et c'est là que la véritable guérison a commencé.
Griffin s'est rassis, toujours le manuscrit à la main, et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas la distance polie de nos dîners de famille, ni la courtoisie professionnelle du vernissage de ce soir, mais quelque chose de brut et de vulnérable. Professeur Cooper, dit-il doucement, puis-je vous poser une question qui peut sembler étrange? Bien sûr. Vous souvenez-vous d'autre chose à propos de cette soirée? À propos de la performance de Sophie? J'acquiesçais, chaque détail. Elle portait une robe bleu nuit avec de petits boutons argentés. Elle annonçait elle-même chaque morceau au public, ce qui était inhabituel pour un récital d'étudiants. Et avant de jouer le Debussy, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Griffin retint son souffle. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, le morceau suivant a été écrit pour une personne nommée Sophie il y a plus d'un siècle. Ce soir, je vais faire revivre sa voix. Griffin s'effondra complètement. Son sang-froid professionnel vola en éclats et il se mit à sangloter ouvertement devant toute la galerie. Sarah se précipita à ses côtés et l'enlaça. C'est exactement ce qu'elle aurait dit, murmura Griffin à travers ses larmes. Sophie parlait toujours de la musique comme si elle était vivante, comme si les compositeurs écrivaient des lettres à l'avenir. J'ai attendu qu'il se ressaisisse avant de continuer. Il y avait autre chose qu'il devait savoir, et cela n'allait pas être facile. Griffin, il y a autre chose à propos de cette soirée. Il m'a regardé, toujours en pleurs. Je suis resté après le concert. Je voulais féliciter Sophie en personne, lui dire à quel point son interprétation avait été émouvante. Elle aurait adoré ça. Sophie vivait pour les commentaires de ses professeurs. Je l'ai trouvée en coulisses avec tes parents. Elle rayonnait, absolument radieuse de joie après ce qu'elle venait d'accomplir. Griffin acquiesça. C'était la dernière fois que je l'avais vue vraiment heureuse. Nous avons discuté pendant environ 10 minutes. Elle m'a parlé de ses projets, de ses candidatures à Juilliard, des festivals d'été, de son rêve de se produire un jour au Lincoln Center. Sarah écoutait attentivement, découvrant pour la première fois l'histoire de la famille de son mari. Elle m'a aussi parlé de son frère, ai-je poursuivi, de Griffin, le marchand d'art qui était si fier d'elle qu'il avait pris sa soirée pour venir l'écouter jouer. Le visage de Griffin s'est décomposé. Elle a dit ça. Elle a dit que vous étiez la personne qui croyait en son talent, alors que tout le monde pensait que la musique était un choix de carrière irréaliste. Elle a dit que vous étiez son champion. Ces mots frappèrent Griffin comme des coups physiques. Dans son chagrin, il avait oublié qu'il avait autrefois été le plus grand soutien de Sophie. Professeur Cooper, dit-il finalement, que lui est-il arrivé? Le rapport officiel parle d'un accident de voiture, mais j'hésite. C'est la partie dont j'espérais ne jamais avoir à parler. Griffin, êtes-vous sûr de vouloir savoir? J'ai besoin de savoir. Cela fait 3 ans que je me pose la question. Je regardais autour de moi dans la galerie. La foule s'était en grande partie dispersée, sentant que cette conversation devenait trop intime pour être entendue en public. Seul le Dr. Webb, Elena et quelques amis proches étaient restés. Ce n'était pas un accident de voiture, dis-je doucement. Le visage de Griffin pâlit. Quoi? Sophie m'avait appelé 3 jours après son concert au Carnegie Hall. Elle était en difficulté. En difficulté comment? Le concert avait été si parfait, si transcendant, qu'elle avait l'impression d'avoir atteint son apogée. Elle avait 21 ans et était convaincue qu'elle ne jouerait plus jamais aussi bien. Griffin secoua la tête. C'est impossible. Sophie ne faisait que commencer. C'est ce que je lui ai dit, mais elle était confrontée à quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait à l'époque. La pression de la perfection. La peur que son concert au Carnegie Hall soit le meilleur qu'elle puisse donner. Sarah pleurait maintenant aussi. Professeur Cooper, que voulez-vous dire? Je veux dire que Sophie n'est pas morte dans un accident de voiture. Elle s'est suicidée 3 jours après la performance la plus réussie de sa carrière. Ces mots restaient en suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Griffin retint son souffle. Non, murmura-t-il. Non, ce n'est pas ce que la police a dit. La police a dit ce que vos parents leur ont demandé de dire. Ils ne pouvaient supporter que la mort de Sophie éclipse son héritage musical. Griffin secouait violemment la tête. Vous vous trompez. Sophie était heureuse ce soir-là. Vous l'avez dit vous-même. Elle était heureuse ce soir-là, mais le bonheur et l'espoir ne sont pas la même chose. Sophie luttait contre des démons que personne ne pouvait voir. Elena avait couvert sa bouche de ses mains. Le Dr. Webb fixait le sol.
Vraiment? La voix de Griffin se brisa. A-t-elle dit quelque chose? Avant de partir, j'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti un morceau de papier plié. Elle a laissé une lettre. Tes parents m'en ont donné une copie, car Sophie y mentionnait notre conversation. Griffin fixait la lettre comme si elle risquait de le brûler. Que dit-elle? C'est à toi de décider. Mais Griffin, tu dois savoir que la mort de Sophie n'était pas de ta faute. Tu n'aurais rien pu faire. Comment peux-tu le savoir? Parce qu'elle a écrit à ton sujet. Elle disait à quel point elle était fière d'être ta sœur, à quel point elle était reconnaissante pour ton soutien. Sa mort n'était pas due à un manque dans sa vie. Elle était due au poids de ses propres attentes. Griffin prit la lettre de ses mains tremblantes, mais ne la déplia pas. Professeur Cooper, dit-il, pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas dit la vérité? Parce que tu avais 26 ans et que tu venais de commencer ta carrière artistique. Ils avaient déjà perdu un enfant à cause de la pression du perfectionnisme artistique. Ils ne pouvaient pas supporter de vous perdre à cause de la culpabilité et du remords du survivant. Ils ont donc inventé l'accident de voiture. Ils ont raconté une histoire qui vous permettrait de faire votre deuil sans vous sentir coupable. C'était un acte d'amour. Griffin resta assis en silence pendant un long moment, tenant la lettre et le manuscrit. Le morceau de Debussy, dit-il finalement. Était-ce vraiment la préférée de Sophie? D'après sa lettre, oui, elle écrivait que la jouer lui donnait l'impression d'avoir une conversation avec Debussy lui-même, comme s'il l'avait composée spécialement pour qu'elle la découvre. Le Dr. Webb s'avança doucement. Griffin, si vous me le permettez, j'ai déjà vu cela auparavant. De jeunes artistes qui atteignent des moments transcendants, puis deviennent paralysés par la peur de ne plus jamais atteindre ces sommets. Sophie n'était pas faible, dit Griffin avec véhémence. Personne n'a dit qu'elle était faible. La maladie mentale n'est pas une faiblesse, c'est une maladie. Sophie menait un combat que vous ne pouviez pas voir. Sarah tenait maintenant la main de Griffin. Chérie, peut-être que tes parents essayaient de te protéger. De quoi? De la vérité sur ma propre sœur. De la culpabilité qui t'aurait détruit, dis-je. Ils ont vu Sophie lutter contre le perfectionnisme pendant des années. Ils ne pouvaient pas supporter de te voir te reprocher de ne pas avoir vu les signes. Griffin regarda autour de lui, dans la galerie, les œuvres d'art qui l'entouraient, la vie qu'il s'était construite loin du monde de la musique classique. C'est pour ça que tu es devenu marchand d'art? Demanda Helena doucement. Pour t'éloigner de la musique? Griffin acquiesça lentement après la mort de Sophie. Je ne pouvais plus écouter de musique classique sans penser à tous les concerts qu'elle ne donnerait jamais, à toute la musique qu'elle ne jouerait jamais. Mais ce manuscrit, dis-je, c'est de la musique qu'elle a jouée, de la musique qu'elle a fait vivre. Quand tu regardes ces notes, tu ne vois pas ce que Sophie a perdu. Tu vois ce qu'elle a accompli. Griffin déplia la lettre de Sophie et la lut en silence, les larmes coulant sur son visage. Quand il eut fini, il leva les yeux vers moi avec une expression proche de la paix. « Elle te mentionne, dit-il. Elle dit, le professeur qui est resté pour discuter avec elle après le concert lui a rappelé pourquoi elle aimait la musique au départ. Sophie m'a rappelé pourquoi j'aimais la musique, ai-je répondu. La regarder jouer ce soir-là, c'était comme voir les intentions de Ducy prendre vie. Griffin s'est levé, toujours le manuscrit à la main. Professeur Cooper, j'ai autre chose à vous demander. N'importe quoi. Accepteriez-vous de m'apprendre à jouer ce morceau? Cette demande surprit tout le monde, y compris moi-même. Griffin, tu ne joues pas du piano. J'apprends. J'ai commencé des cours le mois dernier. C'était censé être une surprise pour Sarah. Mais maintenant, il brandit le manuscrit. Maintenant, je veux apprendre cette pièce en particulier. Je veux jouer la musique de Sophie. Sarah se remit à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Griffin, dis-je doucement, ce serait un honneur pour moi de t'apprendre la pièce préférée de ta sœur. Et à ce moment-là, les 3 années de distance prudente entre nous ont finalement laissé place à la relation familiale que nous aurions dû avoir depuis le début. La suite immédiate a été plus calme que je ne l'avais prévu. La foule de la galerie s'était en grande partie dispersée, ne laissant que notre petit groupe pour digérer ce qui venait de se passer. Griffin était assis, la lettre de Sophie dans une main et le manuscrit dans l'autre, comme un homme essayant de trouver l'équilibre entre son passé et son avenir. « Professeur Cooper, » a dit Helena doucement, « je vous dois des excuses. Quand Griffin parlait en français tout à l'heure, j'aurais dû intervenir. Vous n'aviez aucun moyen de savoir ce qui se passait. J'aurais dû me fier à mon instinct.
Quelque chose me semblait bizarre dans toute cette situation. Le Dr. Webb examinait une nouvelle fois les documents d'authentification. Professeur, si vous me permettez cette question, comment avez-vous financé l'acquisition et l'authentification de ce manuscrit? Le processus que vous avez décrit aurait coûté des dizaines de milliers de dollars. C'était une question légitime à laquelle je m'attendais. J'ai hérité d'une somme d'argent de mes parents il y a quelques années, ai-je répondu, et je collectionnais des manuscrits rares comme investissement pour ma retraite. Lorsque j'ai trouvé ce document et que j'ai compris son lien avec la performance de Sophie, cela m'a semblé être une bonne utilisation de ces fonds. Griffin a levé les yeux de la lettre de Sophie. Professeur Cooper, ce manuscrit vaut 890 000 dollars. Vous ne pouvez pas simplement le donner. Je ne le donne pas, ai-je répondu. Je le confie à la famille de Sophie. Mais votre retraite, Griffin, j'ai 73 ans. J'ai assez d'argent pour vivre confortablement. Ce que je n'ai pas, c'est assez de temps pour que ce manuscrit ait de l'importance pour quelqu'un qui en a besoin. Sarah pleurait à nouveau. Papa, tu planifies cela depuis 2 ans. Je ne planifie pas exactement, j'espère. J'attends le bon moment. Et si la soirée s'était déroulée différemment? Demanda-t-elle. Et si Griffin avait apprécié le cadeau sans tout ce drame, je lui aurais alors raconté l'histoire tranquillement pendant le dîner. Mais parfois, les conversations les plus importantes se produisent de la manière la plus inattendue. Helena secouait la tête, stupéfaite. Cela va devenir légendaire dans le monde de l'art. L'histoire du professeur qui a passé 2 ans à authentifier un manuscrit juste pour le donner à son gendre en deuil. En fait, intervint le Dr. Webb, je pense que cette histoire va dépasser le cadre du monde de l'art. La communauté de la musique classique doit connaître l'héritage de Sophie, le manuscrit, la bourse d'études. Le professeur Cooper mentionna. Griffin avait l'air perplexe. Quelle bourse d'études? Je me rendis compte que je n'avais pas encore mentionné cette partie. La bourse d'études Sophie Montgomery Memorial à la Manhattan School of Music. Je l'ai créée après sa mort pour aider les jeunes pianistes prometteurs qui pourraient être confrontés à la même pression qu'elle. Griffin me fixa du regard. Vous avez créé une bourse d'études au nom de Sophie? Le monde de la musique a perdu quelque chose de précieux lorsque Sophie est décédée. La bourse d'études est un moyen de s'assurer que son héritage soutienne d'autres jeunes artistes. Combien? Demanda Griffin à voix basse. 25 000 dollars par an. C'est suffisant pour couvrir les frais de scolarité d'un étudiant talentueux qui, sans cela, ne pourrait pas se permettre de suivre une formation au conservatoire. Griffin resta silencieux pendant un long moment. Professeur Cooper, puis-je contribuer à cette bourse d'études? Bien sûr. Je voudrais porter ce montant à 50 000 dollars par an et l'étendre aux étudiants en art ainsi qu'aux musiciens. Des étudiants qui font face aux mêmes pressions que Sophie. Sarah lui serra la main. Chérie, c'est magnifique. Sophie aurait voulu soutenir tous les types d'artistes, dit Griffin. Elle n'a jamais cru aux frontières entre les formes d'art. Helena s'essuyait les yeux. Griffin, c'est une merveilleuse façon d'honorer sa mémoire. Le Dr. Webb sortit son téléphone. Je vais passer quelques coups de fil demain. Plusieurs pianistes concertistes que je connais seraient intéressés pour jouer Reverie pour Sophie en l'honneur de Sophie. Nous pourrions organiser une série de concerts commémoratifs. J'aimerais beaucoup, dit Griffin, mais seulement si le professeur Cooper pense que Sophie aurait approuvé. Je souris. Sophie aurait adoré savoir que sa musique rassemblait les gens. Alors que nous nous apprêtions à quitter la galerie, Griffin remit soigneusement le manuscrit dans sa pochette de protection. Professeur Cooper, dit-il, j'ai une dernière requête. Laquelle? Cela vous dérangerait-il si nous vous appelions Rye? Je sais que vous êtes le professeur Cooper pour le reste du monde, mais j'aimerais vous considérer comme un membre de ma famille. J'aimerais beaucoup cela. Griffin tendit la main, puis se ravisa et m'embrassa à la place. Merci, murmura-t-il. Et pour avoir préservé la mémoire de Sophie alors que je n'en étais pas capable. Merci de m'avoir confié son histoire. Alors que nous quittions la galerie ensemble, Sarah entre Griffin et moi, ses bras enlacés aux nôtres, je réalisais que parfois, les cadeaux les plus précieux ne sont pas ceux que nous offrons, mais ceux que nous recevons en retour. Griffin m'avait donné quelque chose dont je ne savais même pas que je manquais. Un fils qui comprenait que l'amour fonctionne parfois de manière mystérieuse et que la guérison la plus puissante vient souvent en honorant ce que nous avons perdu plutôt qu'en le fuyant. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le salon de Griffin et Sarah,
regardant les doigts de mon gendre se déplacer avec précaution sur les touches du piano. Il jouait les premières mesures de Reverie pour Sophie, sa technique encore incertaine, mais son intention claire. Souviens-toi, dis-je doucement, Dusty voulait que cela ressemble à une conversation, pas à une performance. Laisse la mélodie respirer. Griffin acquiesça et ajusta son toucher. La musique qui en ressortit était simple mais sincère. Ce n'était pas l'interprétation transcendante que Sophie en avait donnée, mais quelque chose d'aussi précieux. L'amour d'un frère rendu audible. C'est mieux, ai-je dit. Sophie serait fière. Griffin a souri et a continué à jouer. Nous avions pris des cours hebdomadaires depuis cette nuit-là à la galerie, et lentement, prudemment, il reconstruisait sa relation avec la musique, non pas comme la force écrasante qui avait défini et finalement emporté Sophie, mais comme un langage de connexion et de mémoire. Le manuscrit lui-même était désormais encadré de manière professionnelle et accroché au mur au-dessus du piano, non pas comme une pièce de musée, mais comme un élément vivant de leur maison. Griffin avait insisté pour afficher les documents d'authentification à côté, non pas pour prouver sa valeur, mais pour honorer le parcours qu'il le lui avait apporté. Ray, dit Griffin en interrompant son exercice, Sarah et moi avons une nouvelle à vous annoncer. Je levai les yeux de la partition que j'étais en train d'annoter. Nous attendons un enfant, annonça Sarah, le visage rayonnant. C'est merveilleux, dis-je en les serrant tous les deux dans mes bras. Sophie aurait été une tante formidable. En fait, dit Griffin, nous avons réfléchi à des prénoms. Si c'est une fille, nous aimerions l'appeler Sophie, mais seulement si tu penses que cela honorerait correctement sa mémoire. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Je pense que Sophie serait honorée que son nom soit perpétué. Et si c'est un garçon, a ajouté Sarah, nous pensions à Raymond, en hommage à son grand-père qui nous a appris que l'amour exige parfois de la patience. Je suis resté sans voix pendant un moment. 3 années de distance prudente avaient conduit à cela. Une famille unie non seulement par le sang, mais aussi par une compréhension commune de la perte, de la guérison et du courage d'honorer des vérités difficiles. Griffin, ai-je fini par dire, pourriez-vous rejouer le morceau une fois? J'aimerais que Sophie entende à quel point tu as magnifiquement appris sa musique préférée. Alors que les douces notes emplissaient la pièce, je fermais les yeux et me souvins de cette soirée au Carnegie Hall, de la joie rayonnante de Sophie, du visage fier de Griffin dans le public, de la beauté impossible de la musique qui reliait le passé et l'avenir. Parfois, la réponse la plus puissante n'est pas la plus rapide. Parfois, l'amour fonctionne mieux lorsqu'il est patient, lorsqu'il attend le moment idéal pour se révéler. Et parfois, les plus beaux cadeaux que nous pouvons offrir sont ceux qui aident les autres à se souvenir de qui ils étaient. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. N'oubliez pas que les personnes qui vous entourent vous aiment peut-être plus que vous ne le pensez.